Bonjour Coco. Bonjour, Merci de venir nous voir à Marianne. Vous merci. êtes dessinatrice à Charlie Hebdo et vous venez de publier un livre, je l'ai là avec moi, Dessiner encore, dans lequel vous racontez votre reconstruction au lendemain des attentats du 7 janvier 2015. Peut-être d'abord pour que les gens qui nous regardent comprennent cet objet qui est plein de couleurs, déjà sur la couverture mais aussi à l'intérieur. Comment est-ce qu'on doit le définir? Est-ce que c'est un roman graphique? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est une BD? Mmh. Quel nom on peut lui donner? Il peut y en avoir plusieurs. Oui, j'utiliserai pas le terme de roman parce qu'un roman, c'est censé être Hmm. imaginé, pas forcément vrai. Là, c'est, une histoire vraie, c'est un récit. Le récit, de comment j'ai traversé le 7 janvier, c'est un objet un peu hybride Hmm. entre la Hmm. BD, entre heu, quelque chose d'assez graphique puisque Ouais. parfois il y a des images qui parlent sans forcément qu'il y ait de texte. Donc, ouais, je dirais plutôt un récit, graphique, heu et un témoignage. Hmm. Le témoignage, une partie, de l'histoire Hmm. des témoignages autour de ce 7 janvier 2015. Hmm. Voilà. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté, vous me disiez qu'à l'origine c'était une idée qui vous rebutait totalement, l'idée d'écrire un livre qui raconte cette expérience. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un besoin à un moment qui a fait que vous vous êtes dit: «Maintenant, il faut que j'y aille»? Oui, il y a eu, l'échéance du procès qui arrivait. Mmh. Donc, c'est vrai que ça a été le moment pour moi de me dire, ben, je suis partie civile, je suis témoin, il va falloir que j'aille devant la cour d'assises et je voulais pouvoir y aller, je voulais pouvoir rendre compte de ce qui s'était passé ce Mmh. jour-là. Je trouvais ça important, mais je ne savais pas exactement comment dire ces choses-là, qui m'avaient traversée, qui m'avaient Mmh. obsédée, voilà, qui m'avaient envahie, Mmh. pendant 5 ans. Et voilà, le livre, m'a pas aidé à me préparer, mais en tout cas à poser des Mmh. mots, plus précis, plus 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 proches de ce que je ressentais. Ça m'a aidé à y réfléchir. Et puis, à côté de ça, je me suis quand même rendu compte autour de moi que le 7 janvier, il y avait pas mal de gens qui commençaient à oublier un peu Mmh. exactement ce que c'était cette date, comment Mmh. c'était arrivé, qu'est-ce que c'était l'histoire autour Mmh. de ça. Hem, Par exemple, l'assassinat de Theo Van Gogh, Mmh. Mmh. personne ne savait en Mmh. fait, d'où ça venait l'histoire des Mmh. Mmh. caricatures, ce mec, qui meurt, le Ylan Poston, on Ouais, a les oublié. caricatures danoises, En fait, ouais, quand l'histoire voilà, des quand on ouais. baigne pas dans cette histoire-là, bah, peut-être que les gens oublient et d'où la nécessité de le rappeler. Oui, parce que c'est un livre qui porte sur le 7 janvier, mais en effet sur tout ce qui a précédé le 7 janvier, et notamment sur toute l'histoire de la rédaction de Charlie Hebdo. Euh, Si vous deviez un peu nous raconter l'ambiance qu'il y avait dans cette rédaction avant ce 7 janvier, comment ça se passait? Quelle ambiance régnait? Je sais pas, par exemple, une conférence de rédaction à Charlie, Mmh. comment ça se passait? Et ben, bien, bien, Tant mieux. des tas de gens différents, avec des caractères différents et en même temps une grande richesse Mm. de ces personnalités, voilà, à la fois certains drôles, plus scéniques, Ouais. d'autres plus politiques. On rigole beaucoup, Mm. on bouffe ensemble, on Mm. échange et voilà, il y a une, une belle convivialité, beaucoup de Mm. partage et puis, c'est une équipe, unie Ouais. autour de ce petit journal Ouais, qui justement, dure quoi, qui qu'est-ce qui les unit, ces gens-là? des Et qui les idées, unit bah, toujours en déjà partie? le moteur, c'est vrai, c'est de faire le journal, de pouvoir, Ouais. chacun a posé sa petite pierre Mm. pour construire le mur quoi, en gros. Ça va du reportage, ça va de l'article, Mm. du dessin, de la grande colonne dessin, la couve, voilà, Mm. c'est à chaque fois, un bonheur et un quelque chose de très fédérateur Mm. quoi, d'avoir tous les jours tous les jours à travailler, mais Mm. toutes les semaines ce Ouais. journal qui sort. En particulier depuis le 7 janvier, c'est vrai que c'est presque, au début, c'était comme un miracle, hein, de Ouais. pouvoir le sortir. Heu, voilà, après, ce journal, c'est aussi des valeurs Mm. communes qu'on partage. Heu,
Kavanagh avait écrit une charte de l'éthique, par exemple, de Charlie, où en gros, il définissait un peu l'ADN de Charlie Hebdo, qui était centré autour des libertés, la défense des libertés, se battre pour l'égalité des droits, se battre contre les intégrismes, contre le sexisme, pour une écologie participative, pour la protection des animaux. Donc voilà, autour contre les dictatures, voilà, tout un ensemble de choses qui font un peu un socle commun à tous, quoi. Et contre la corrida aussi. Contre la corrida aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces valeurs que vous citez, qui peut-être à un moment dans le débat public ont pu être presque relevées de l'évidence, les valeurs de liberté, de lutte contre le sexisme, d'humanisme, on a l'impression que ce sont des valeurs qui, paradoxalement, font presque de moins en moins l'unanimité, ou en tout cas qui clivent dans la façon dont elles sont débattues, dont elles sont avancées. Est-ce que c'est-à-dire que le monde qu'a défendu Charlie pendant longtemps, ce monde de liberté, d'émancipation, de liberté presque libertaire à un certain point, est-ce que ça veut dire que ce monde-là est en danger ? Oui, on peut sentir déjà qu'il y a une forme de régression, en tout cas de la liberté d'expression. Et c'est assez paradoxal parce qu'on voit que la liberté d'expression, elle n'a jamais été aussi grande aussi. Par exemple, dans les réseaux sociaux, on voit toute forme d'expression. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la liberté d'expression n'a jamais été aussi grande. On le voit par exemple sur les réseaux sociaux, tout le monde peut librement parler. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de violence, autant de censure, autant de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, autant de ce mouvement woke qui pullule de partout. Et voilà, c'est assez... ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va à l'encontre des valeurs qu'on peut défendre à Charlie, universalistes, humanistes, où en fait, il y a une pensée un peu identitaire, communautaire, qui règne, voilà, le monde est fragmenté. J'en parle pas très chacun bien. ramène son identité. Chacun ramène son identité dans le débat et se sent exister de par le fait d'une identité, d'un genre, d'une religion. Les gens sont essentialisés à un seul truc et en fait, ça fait ce que Thomas Chatterton Williams appellerait c'est comme des petits îlots, en fait. Les Noirs, les gays, et finalement, ça fait un monde complètement fragmenté. Oui, je ne sais pas comment... Éclaté, presque. Oui, éclaté, oui. Et alors, vous-même, quand on a parlé, vous me disiez que vous ne vouliez pas, en parlant d'identité, être définie comme une victime, par exemple. Pour vous vouliez plutôt montrer votre reconstruction, plutôt qu'être limité au fait d'être une victime d'un événement. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à utiliser ce mot de victime parce que j'ai l'impression qu'il m'enferme. J'ai l'impression que dès le moment où on se définit comme victime, on ne sort plus de ce statut et c'est ce qui nous définit pour la vie. C'est vrai que dans ce livre, je voulais parler plus largement du traumatisme, de ce qui est en vous et qui vous obsède, qui vous noie. Mais au-delà de ça, je voulais parler de comment on s'extirpe, à quoi on s'accroche en fait pour sortir de ça, ou en tout cas pour mieux vivre avec cet attentat, quoi, avec ce drame-là. Alors justement, à quoi est-ce que vous vous êtes accroché pour vous reconstruire? Alors la réponse est dans le livre. Comment s'appelle mon livre? Non, mais c'est vrai que oui, le dessin, ça m'a beaucoup aidé. Là où, par exemple, on a pu me dire, mais est-ce que ta famille t'a aidé? Est-ce que ton conjoint t'a aidé? C'est extrêmement difficile pour les proches d'aider dans ces moments-là parce que c'est ce qu'on appelle les victimes par ricochet. Ils sont incapables de comprendre. Vous êtes incapable de leur parler parce que ça peut leur faire peur. Et en même temps, ils se sentent impuissants à vous aider. Ils voient bien qu'il y a quelque chose de grave, mais c'est très difficile de maintenir un contact, une aide ou quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pas dans la famille ou dans les proches qu'on va rechercher, même si ça fait du bien de les avoir. C'est vraiment, je crois, en soi qu'on trouve des ressources. Et puis, à côté de ça, moi, j'ai eu aussi la chance d'avoir ce journal à continuer. Et c'est vrai que ça nous a soudés. On était unis dans le fait de poursuivre ce journal parce que c'est ce qui restait de nous et ce qui restait plus largement de Cabu, de Sharp, T-News, voilà, de tous ceux qu'on avait perdus
sous les balles terroristes. Donc, c'était important, ça a Mm. été un moteur. Et quand je dis le journal, ben, effectivement, c'est le dessin aussi. Ouais. Parce que le dessin, c'est une passion, c'est quelque chose qui permet de s'exprimer plus largement. Ça Mm. dépasse nos dessins. C'est du partage, c'est Mm. de l'échange. Mm. Bon, ça fait un peu cucu de dire ouais, on défend des valeurs, mais c'est ça aussi. Ouais, ça Dire, s'incarne par des actes, voilà, comme les dessins. exactement. J'ai essayé de dire dans le livre, par exemple, on n'est pas des chevaliers de la liberté Mm. d'expression, mais Mm. simplement cette liberté d'expression, on l'a et on l'applique Mm. dans nos dessins, on l'applique dans nos textes, on l'applique Mm. dans tout ce qui Mm. nous importe Mm. de dire, Mm. au moment où on a envie de le dire et quel Mm. que soit le contexte. Ben, c'est ça la liberté. Mm. Vous vous souvenez quand est-ce que vous avez commencé à dessiner? Je crois que dès l'âge où j'ai pu me rappeler de ça, je pense que c'était autour de 5 ans, oui. Mm. Je me souviens dessiner déjà à l'école maternelle. J'ai grandi avec 2 frères, un frère jumeau et un frère Ouais. qui a 13 mois de moins. Ouais. Donc autant dire qu'à 3, voilà, on est dans un mouchoir de poche avec 1 an d'écart. Et eux, souvent, jouaient ensemble et je sais pas que je jouais pas avec eux, mais voilà, je me suis trouvé une petite bulle un peu rapidement dans le dessin. J'aimais bien ça. Et puis, j'ai continué en primaire, au collège. J'ai commencé à voir comme ça faisait rire mes potes. Mes premières caricatures de profs, par exemple, je les ai faites au collège. Surtout les profs de Ouais. maths, parce que j'étais pas très maths, pas très physique. Puis je trouve que les profs de maths, il y en avait beaucoup qui étaient un peu crado. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je suis tombée sur eux, les pires. Voilà. Les profs de maths, c'était presque le début de mes caricatures. C'était le début de... Qu'est-ce qui s'active en vous, justement, quand vous dessinez? Qu'est-ce qui se passe? Oui, au début, on perçoit le potentiel de rire. C'est vrai que par la caricature, voilà, ne serait-ce qu'un visage, ça peut vous faire rire. Et en fait, après, il y a tout le propos, il y a tout ce qu'on dit. Il y a des dessins qui font rire, d'autres pas du tout, d'autres qui dérangent, d'autres qui font réfléchir, d'autres qui sont simplement muets aussi. C'est l'image qui dégage quelque chose. Il y a tellement de nuances en fait dans le dessin. Ça peut être très différent. J'ai oublié la question du coup. Qu'est-ce qui s'active quand oui, qu'est-ce qui s'active? Ben non, mais il y a une espèce d'interaction entre le dessinateur et le lecteur. Voilà. Déjà, moi, je donne mes opinions dans mes dessins, je transmets quelque chose et ben, le lecteur il voit un certain impact, un message. Peut-être un message, c'est un peu symbolique, mais il voit une pensée et c'est un partage de pensée, quoi. De dessin de presse, en tout cas, c'est de l'idée. C'est de l'idée, oui. C'est de l'idée et du dessin. Ouais, c'est 2 dimensions en même temps. Alors justement, vous, au milieu de tout ça, à Charlie, en fait, vous êtes... en tout cas, ce qu'on comprend dans le livre, c'est que vous êtes très bien intégré. Et à un moment, dans une des vignettes, on est le matin du 7 janvier, et vous dites « c'est con à dire, mais je me sens bien ». C'est-à-dire que vous étiez, et vous êtes, fait votre place à Charlie, vous êtes senti tout de suite intégré par cette famille presque, on pourrait dire. Eh bien, pas vraiment, en fait. Ça a été un processus. Oui, ça a été long. Ça a été long parce que je suis arrivée, partie de rien à Charlie. J'avais jamais fait de dessin de presse de ma vie. Je finissais mes études, donc j'ai appris là-bas. Et longtemps, j'ai été observatrice, même hyper timide, quoi. Oui, ça vous le montrez, vous n'osez pas aller parler aux dessinateurs. Au début, vous arrivez, vous êtes jeune, 25 ans, il faudrait franchement avoir vachement de confiance en soi pour aller déranger Cabu, Tinius ou Charme, quoi. Ouais. Donc, bon, pendant 2-3 ans, c'est vrai que j'ai été plutôt timide, voire même carrément coincée. Et j'allais voir Cabu pour qu'il me file des conseils, parce que c'est vrai que lui, il vous ouvre toujours la porte, quoi. Et ça a été un long... Je me suis accrochée quand même pas mal d'années pour pouvoir affiner mon dessin, comprendre aussi la mécanique du rire, la mécanique du dessin de presse, qui fait que voilà, il y a cette conjonction entre le texte et le dessin. Voilà, c'est pas une paraphrase, c'est vraiment... c'est un ensemble. C'est un ensemble, oui, indissociable, et en même temps, c'est l'importance de la formule, voilà, qui fait tout, quoi.
Et j'avais besoin de temps pour comprendre ça. Et c'est arrivé petit à petit. À partir de 2012, j'ai pris mes marques plus. Charles m'avait dit d'aller me faire m'aider Ouais. sur 28 minutes. Ouais. Il m'a dit, tiens, il y a 28 minutes qui se montent, Ouais. vas-y. J'y suis allée, c'était super. Il m'avait dit, tiens, bah, va publier aussi à l'UMA, ça va te faire progresser. J'y suis allée. Puis les Inrocks, et puis voilà, j'ai fait pas mal de piges comme ça qui m'ont Ouais. fait un peu évoluer un peu Oui. plus rapidement, trouver un style, quelque chose. Alors vous racontez dans le livre aussi on laissera la surprise au lecteur, mais votre premier reportage pour Charlie, quelques mois avant l'attentat, dans une manifestation d'une Ouais. association ultra-catholique. Vous le racontez aussi, et tout l'enthousiasme qu'il y a au moment Ouais. où vous le faites. On a vraiment l'impression que, arrivé au 7 janvier, ça y est, vous étiez lancé, c'est bon, vous vous mouviez dans le décor, presque, quoi. On Vous s'est étiez installé, heureuse. oui, on s'est installé rue Nicolas Appert en août 2014. Et à partir d'août 2014, Riyad Satouf a annoncé qu'il arrêtait la vie secrète des jeunes dans le journal, qui était une petite colonne en page 3 à côté de l'édito. Et à ce moment-là, Charles Berry sont venus me trouver en me disant bah tiens, ça te dirait de faire des petits reportages. Donc j'ai commencé à faire des petits reportages comme ça. J'ai fait un conseil municipal à Levallois avec les Balkany. Ouais. J'ai fait les jouets de Noël, voilà, des petites choses comme ça. Je rapportais mes dessins à Rhys, qui a été mon maître reportage, qui m'aidait à faire le tri et à trouver l'angle et à découper en fait tout ça, à construire ce qu'on appelle une colonne dans le journal. Et là, quand on m'a demandé de faire Civitas, 3 semaines avant l'attentat, j'y allais seule. Et c'était le plus gros reportage qu'on m'avait donné jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que j'étais super contente. J'avais l'impression d'enfin avoir passé un palier, de gravir des petits échelons comme ça, qui vous font progresser, bien avancer. C'était une vraie joie, vrai sentiment d'être bien, d'être dans une bonne pente, quoi, une pente ascendante. Et puis encouragée aussi, encouragée par Rhys, encouragée par Charb aussi, qui le faisait depuis un moment, quoi, ouais. Et donc tout ça bascule le 7 janvier 2015. C'est vous qui ouvrez aux deux terroristes, les frères Kouachi, qui vous menacent. Vous racontez donc dans le livre ensuite la culpabilité qui ne va pas vous quitter pendant des mois, des années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez encore, cette culpabilité du survivant? Est-ce que vous en voulez encore? Ou est-ce que vous avez pris la distance? Je crois que ce sera jamais une place facile à accepter. Je crois qu'on n'accepte pas ces trucs-là, en fait. Je suis sortie de cette boucle des et si, je sais aujourd'hui, et il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il n'y a que les Kouachi qui sont les seuls responsables de ça. Mais enfin, ça laisse toujours quelque chose en travers de la gorge. C'est pas facile d'y repenser encore maintenant. Voilà, je vis avec. Vous dites que vous avez perdu l'insouciance. Oui, perdu l'insouciance parce que, vous voyez, vous me parliez de cette rédaction de l'avant. On était bien, on était heureux. C'est vrai qu'il y avait quelque chose comme ça où, même s'il y avait des menaces, elle restait à l'état de menace. Et puis on était porté par les dessins, le journal. Et puis voilà, il y avait des protections qui étaient mises en place. On sentait pas la peur dans cette rédaction. On était porté par quelque chose de beaucoup plus grand. C'était notre liberté de dessiner et de faire ce journal. Vraiment, c'était ça qui nous motivait. C'est vrai que l'attentat a dévasté beaucoup de choses, a détruit intérieurement pas mal de choses, en moi et en pas mal de gens de l'équipe. Donc, quand on parle de reconstruction, c'est toujours un peu spécial parce que la reconstruction, moi j'ai toujours l'impression, c'est presque un réflexe de dessinateur, quand c'est cassé et qu'on reconstruit, on prend les mêmes briques, on met un peu de ciment, puis on se débrouille pour faire à peu près la même chose. Là, c'est un peu différent parce que c'est comme si c'était soufflé, quoi. Il n'y a plus rien. Et on ne revient pas à la même personne qu'on était avant, Non. forcément. Non, parce que vivre un traumatisme comme ça, c'est vrai que... Après, vous êtes dans l'hypervigilance. En plus, on est très protégé. Voilà, ça a changé un peu de dimension là-dessus.
Puis même, parfois, moi, mon cœur s'emballe beaucoup plus vite qu'avant. On prend beaucoup plus conscience de la mort. C'est pas qu'on y pense tout le temps, j'y pense pas tout le temps comme une obsession, mais parfois, c'est vrai qu'on a le cœur qui s'emballe vite. Ouais. Ouais. L'impression d'une menace qui... Une menace, faut essayer de pas trop être parano, quoi. Ouais. On lutte un peu avec soi pour pas voir le danger partout non plus, quoi. Ouais. La rédaction de Charlie a continué, bien sûr, après le 7 janvier. À quoi ça ressemble aujourd'hui le quotidien à Charlie Hebdo? Est-ce que c'est toujours une rédaction où, malgré tout ce qui a pu arriver, il y a du rire, il y a des moments de solidarité entre les uns et les autres, des moments des moments drôles, par exemple? Est-ce qu'il y en a encore? On se marre pas du tout, on pleure tous les jours. Ouais. Non, mais ça a été long, de retrouver un rythme de rédaction. Déjà, on a eu du mal à trouver d'autres dessinateurs. Il y a eu Pierrick Join qui s'est présenté spontanément après les attentats, et c'est vrai qu'on avait ouvert une boîte mail pour que les gens puissent envoyer des dessins. Et j'ai pu regarder cette boîte mail dans le temps que j'avais, et on a trouvé Pierrick comme ça. J'avais montré à Luz et Catherine, ils ont dit « Ah, c'est bien », puis on l'a fait venir rapidement, et ouf, ça faisait une personne en plus. Après, au fil des ans, on s'est installé quand on a quitté Libé, on s'est installé dans une nouvelle rédaction. Alors voilà, c'est une rédaction très sécurisée maintenant. On parle peu de cette sécurité, mais bon, enfin, on sait qu'on est surnommé un peu le bunker, quoi, dans Paris. C'est quelque chose qui, quand on prend un peu le recul là-dessus, ça fait toujours un peu bizarre de se dire qu'on est un journal satirique libre et en même temps si protégé, si surarmé après ce qui s'est passé. Et en démocratie, d'ailleurs, c'est vraiment... oui, ça pose question, mais enfin, ceci dit... moi, j'ai toujours pensé que tant qu'on pouvait être libre de faire le journal, libre dans nos idées, parce que c'est aussi une rédaction, une fois qu'on est dedans, c'est quand même lumineux, on a un bel espace à nous, on a une salle de rédaction où les dessinateurs se retrouvent, alors on rigole, il y a Félix qui se fait engueuler, il y a Rhys qui râle, on a gardé nos essentiels. Rhys qui râle, oui, tout le temps. Mais... non, oui, ça va. Ça a été dur au début parce qu'il y a eu on pensait beaucoup aux absents autour de la table. C'est pas qu'on n'y pense plus, mais le fait d'avoir des nouveaux dessinateurs qui n'avaient pas forcément traversé le 7 janvier et qui venaient pas forcément de l'avant, ça nous a aidé un peu à nous projeter un peu vers l'avenir aussi, mine de rien. C'est pas anodin. Après, ils seront toujours là avec nous, hein. Tino, c'est toujours là avec vous. Oui. Justement, vous parliez des soutiens que Charlie a reçus, donc à la fois par des gens qui vous ont envoyé leurs dessins, leurs candidatures, même vous me disiez que vous aviez reçu beaucoup de dessins d'enfants aussi. Est-ce que vous avez l'impression que plus généralement, notamment à l'échelle politique, est-ce que vous avez l'impression que Charlie aujourd'hui est soutenu suffisamment, ou est-ce que vous avez l'impression que une partie du monde politique, notamment une partie de la gauche, a abandonné ce qu'est Charlie, mais surtout l'idée et les valeurs dont on parlait tout à l'heure autour de Charlie? Oui, effectivement, il y a une césure dans la gauche actuelle. Il y a une gauche que je dirais plutôt républicaine, plutôt sur des valeurs universalistes, sur des valeurs humanistes, on va dire, et puis cette autre gauche dont on parlait tout à l'heure, en fait, qui est plutôt une gauche qui cède un peu à une idéologie identitaire, communautariste, qui pense qu'elle est antiraciste, d'ailleurs, en laissant chaque communauté comme ça, quelque chose de fragmenté. J'en parle pas bien, il faudrait interviewer plus Caroline Fourest. Mais je sais pourquoi je dessine, c'est plus facile de le mettre dans les dessins. Mais non, c'est vrai que je trouve, enfin, c'est rien de... Il y a une gauche, par exemple, qui peut ou des politiques qui peuvent facilement dire aujourd'hui, non, mais Charlie, ils l'ont bien cherché avec leurs dessins, voilà. C'est des propos comme ça que moi qui m'hérissent pas mal, quoi. Et qui vous inspirent pour vos dessins?
Qui m'inspire, oui, ben, Ouais. le dessin de presse, c'est à la base un terrain d'indignation perpétuelle suivant le sujet. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous indignent, quoi, parce que la gauche, elle devrait justement être sociale, universaliste et pas comme ça identitaire. En plus, c'est le terrain facile après pour l'extrême droite pour faire valoir son discours xénophobe. Cette gauche qui s'est coupée en deux. Récemment, quand même, j'ai pu voir des petites lueurs d'espoir. Moi, j'ai fait la connaissance de Rachel Kahn, par exemple, sur les réseaux Qui sort un sociaux, livre. ou voilà, Thomas Chatterton-Williams, que je trouve des gens absolument très intéressants. Je trouve qu'on a besoin de gens comme ça dans le débat public, plus parce que sinon, on a toujours l'impression que ça se fragmente davantage et qu'on peut encore moins dire de choses parce qu'on a peur d'enfoncer un tel, offenser bidule ou blesser truc. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement on a peur de plus en plus de l'offense? Parce que dans le dessin de presse est basé beaucoup sur l'offense, en tout cas sur l'indignation, sur le fait de déranger. On pique là où ça fait mal. Voilà, le but, c'est justement de ne pas être dans une bien-pensance, c'est de faire ce qu'on appelle ce pas de côté pour pointer, pour critiquer, pour pointer du doigt les choses qui ne vont pas, qui nous énervent ou qui nous paraissent insensées, quoi. Et c'est tout sauf mou le dessin de presse. Quand Cavana parle d'un coup de poing dans la gueule, c'est vraiment ça. C'est quelque chose. Voilà, vous pensez que vous allez vous prendre un coup de pied au cul, mais en fait, c'est une grosse main dans la gueule, quoi. C'est aussi surprenant. Est-ce que ça vous arrive de voir un de vos dessins et de vous dire là, j'y suis quand même allé un peu trop fort? Ou jamais? Non. Moi, j'aime bien quand ça va fort. J'aime bien. Parfois, suivant le sujet, on est un peu plus nuancé. Bien sûr. Enfin, moi, personnellement, après, il y en a peut-être qui aiment bien bourriner tout le temps. Moi, j'aime bien parfois être un peu cynique, un peu plus coup de poing dans la gueule, ou parfois un peu plus drôle, prendre les choses avec dérision aussi, ou pas se prendre toujours au sérieux. Ça fait du bien aussi dans ce monde où on a l'impression qu'il y a des experts partout, toujours quelqu'un qui a un avis. Voilà. Justement, le rire, vous dites à un moment dans le livre, vous dites rire malgré tout, ça semble encore possible. Est-ce que c'est le rire qui nous sauvera finalement de toutes ces... Le rire, oui, l'humour, moi je pense qu'en particulier dans ces moments où on a l'impression que tout fout le camp, que tout est agression, que tout est noir, quoi, sombre, et en tout cas l'avenir n'est pas non plus radieux. J'ai l'impression que oui, c'est quelque chose qui est un peu salvateur, quoi, c'est quelque chose déjà qui peut nous unir tous. C'est un peu comme la mort, la vie, l'humour, voilà, c'est des choses qu'on a tous en commun. Et oui, ça fait du bien, oui. Je pense à quelqu'un comme Ricky Gervais, là, qui a dit... j'ai vu qu'il avait dit quelque chose d'intéressant. Il dit, oui, il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas rire de tout. Certains vous diront qu'ils n'aiment pas, et puis après, à vous de voir si vous en avez quelque chose à faire ou pas. En gros, c'est ça aussi notre travail. On est là pour faire rire. Celui qui dit qu'il rit pas ou qu'il est blessé, en fait, on s'en fout. Nous, tant qu'on est dans notre possibilité de rire, d'exercer notre droit à la liberté d'expression, et voilà. On ne doit pas se restreindre au rire. On ne doit pas se restreindre au rire. C'est sans limite et c'est pour tout le monde. Eh ben, merci beaucoup, Coco, d'avoir répondu à nos questions, d'être venue chez Marianne. Donc, je rappelle le livre Dessiner encore, donc ça paraît aux Arènes. C'est en librairie depuis le 11 mars. Merci beaucoup.